Eh bien, bonjour tout le monde à cette rencontre de Global Chamber Meetup en français. Je suis très heureux aujourd'hui d'être avec vous et d'avoir la chance de communiquer avec des gens un peu partout dans le monde. Donc, bienvenue et merci à Global Chamber qui continue à connecter le monde à travers ces efforts qu'ils font et surtout en faisant une attention spéciale pour les francophones. Donc, nous sommes très heureux d'être avec vous. Moi, je suis Antoine Terre, je suis basé actuellement à Montréal et donc je vous appelle de Montréal. Il y a plusieurs personnes qui sont un peu partout dans le monde qui se joignent à nous aujourd'hui dans plusieurs continents. Donc, bonjour, bon après-midi, bonsoir, je ne sais pas, dépendamment de là où vous êtes. Aujourd'hui, notre sujet est un sujet qui est très important, qui touche beaucoup de compagnies, beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés et beaucoup de pays. Donc, c'est le sujet de la cybersécurité, la protection des données personnelles, qui est un sujet qui n'est plus seulement un sujet qui touche certaines personnes, mais vraiment, c'est un sujet global. C'est pour ça que nous avons pensé vous amener un peu plus là-dessus et vous partager certaines expériences, comme l'expérience ici au Canada et surtout au Québec. Donc, comme vous le savez, il y a de plus en plus de réglementations qui gèrent un tout petit peu la cybersécurité et la confidentialité des informations professionnelles. Et bien entendu, certains pays ont été un peu plus avancés dans leur démarche. En Europe, on a vu déjà ça commencer. En Nord-Amérique aussi. Au Québec en particulier, il y a eu même, peut-être, probablement c'est la première, disons, le premier gouvernement, le premier État nord-américain à mettre plus l'emphase là-dessus. Ils ont même fait un ministère qui s'occupe de la cybersécurité et de la protection des données. Donc, ils ont même dédié un ministère spécial, une organisation spéciale gouvernementale qui gère ceci. Aujourd'hui, notre invité, excusez, je pensais en anglais, notre invité aujourd'hui, c'est Mario Chartouni. Mario, il a un parcours dans ce domaine, donc dans cette industrie de la cybersécurité et de l'IT. Ça fait 30 ans qu'il est dans sa carrière. Il a fait plusieurs pays, entre autres en Europe, la France, le Liban, le Canada. Et donc, aujourd'hui, il se joint à nous à travers Genatech. Genatech, qui est une compagnie faite ici au Canada, au Québec, qui a 25 ans d'expérience dans le domaine des TI et qui a mis aussi un programme spécial pour la cybersécurité, CyberHunt et d'autres que Mario va nous toucher là-dessus, nous toucher un mot là-dessus. Essentiellement parce que la Genatech a vu, à travers ces 25 ans et tous ces clients qu'ils ont, le besoin qui augmente de plus en plus, surtout pour les petites et moyennes entreprises qui sont très fréquentes ici au Québec. Il y a de plus en plus de petites et moyennes entreprises au Québec. Et donc, il y avait un besoin qui augmente de jour en jour. Et c'est pour cela qu'ils ont mis disons, en place un modèle de programme de cybersécurité d'un côté pour faire un peu plus de notoriété là-dessus, mais aussi de donner des solutions. Donc, je ne vais pas trop tarder là-dessus. Juste un mot d'ordre pour la fin, avant la fin. Il faut qu'on termine comme 2 minutes avant la fin avant 11 heures parce qu'il y a un autre engagement avec Global Chamber. César doit fermer l'appel. Donc, je prévois 30 à 35 minutes de présentation. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer des questions dans le chat, si c'est possible. Sinon, réservez vos questions et on va ouvrir la possibilité de faire des questions un peu vers la fin, donc après 30-35 minutes de présentation. Voilà mon petit pitch de 3 minutes pour ce matin. Je laisse à Mario de prendre la parole. Merci Mario d'être là. Oui, merci Antoine. Bonjour, bonjour à tous. Content que vous soyez tous aujourd'hui à l'appel. Voilà, comme Antoine a dit, je vais vous présenter rapidement, le plus rapidement possible, en fait, un sujet qui est d'actualité, un sujet qui est bien compliqué, bien détaillé, qui est la cybersécurité. Et surtout, on va parler de la confidentialité et de la réglementation en ce qui concerne la protection des données personnelles, surtout en ce qui concerne le Québec, avec la nouvelle loi qui a été mise en place. Donc, juste avant de commencer la présentation, je voudrais vous poser une question pour voir un peu combien, en fait, à votre avis, combien il y a de cyberattaques chaque combien de secondes dans le monde il y aurait éventuellement une cyberattaque. Est-ce que, juste pour que vous ayez le temps de réfléchir à cette question, juste pour mettre un chiffre.
Est-ce que ce serait en centaines de milliers, en millions ou quoi? Il nous faudrait aussi une toute petite, Donc voilà, une petite aide. donc on estime qu'une cyberattaque a lieu toutes les 39 secondes dans le monde. Donc c'est un peu la fréquence dont on parle. Donc pendant la durée de cette présentation, là, on parlerait éventuellement d'une centaine d'attaques qui auront eu lieu dans le monde concernant la sécurité. Donc ça donne déjà une idée de l'ampleur en fait de ce fléau et de ces problèmes. Donc avant de rentrer dans les détails, je voudrais juste rappeler les principes les plus importants, les principaux concepts de cybersécurité. Quand on parle de cybersécurité, on parle essentiellement de la protection de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité des informations. Donc ça, c'est les 3 piliers essentiels de la sécurité informatique. Ce sont des concepts importants pour la suite de notre conversation. On va surtout stresser sur la confidentialité. Donc la confidentialité qui consiste à protéger les données en permettant l'accès aux personnes autorisées et à empêcher l'accès aux personnes non autorisées. Faire vraiment donner accès aux personnes qui ont le droit de le faire. Donc, dans l'usage quotidien, la cybersécurité concerne principalement la protection des systèmes informatiques et des réseaux contre des attaques délibérées. Ces menaces sont généralement menées par des pirates informatiques qui exploitent des failles dans les systèmes de sécurité. Dans l'ère numérique actuelle, la cybersécurité et la protection des informations personnelles sont devenues cruciales pour plusieurs raisons. D'abord, à cause de la prolifération des données. Ces données donc, incluent des informations sensibles, des informations personnelles. Il est impératif de sécuriser ces données pour préserver la vie privée et prévenir les fraudes. L'économie qui dépend aujourd'hui de l'économie numérique, qui est essentielle pour assurer la stabilité et la croissance de l'économie. Les cyberattaques sont en train d'augmenter, donc les pirates informatiques exploitent des vulnérabilités pour voler des données et commettre des actes malveillants, donc mettant en péril la sécurité des individus et des organisations. Donc le développement dans ce sens est passé de l'action de certains opportunistes au niveau de crimes organisés, parce que maintenant il y a des groupes partout dans le monde qui s'organisent vraiment pour ce genre d'attaque. La confiance des consommateurs qui est aussi essentielle pour le succès des entreprises. Pour les entreprises aussi, une violation de la cybersécurité peut causer un préjudice irréparable à la réputation d'une entreprise. Donc, c'est très, très essentiel que les entreprises fassent le nécessaire pour se protéger de ce genre d'attaques. Il ne faut pas oublier que la sécurité est devenue maintenant une question de sécurité nationale, donc des cyberattaques qui peuvent aussi cibler des infrastructures critiques et compromettre la sécurité nationale. Donc, du coup, la réglementation est rentrée en jeu. Donc, le seul moyen de protéger son information est d'engager la responsabilité des entreprises. Donc, le régulateur a commencé à travers la réglementation qui a été implémentée un peu partout dans le monde, à engager la responsabilité des entreprises en adoptant des lois et donc obliger les entreprises à se conformer à ces réglementations pour éviter des amendes et des sanctions qui peuvent être financièrement dévastatrices. Il ne faut pas oublier que l'impact de la Covid, en fait, de la pandémie de la Covid-19 sur la cybersécurité et la confidentialité surtout, donc à cause donc surtout du télétravail, donc la notion de BYOD ou emmener votre propre appareil, beaucoup d'escroqueries en ligne qui se sont développées, beaucoup d'utilisation de services en ligne aussi qui ont explosé pendant cette période. Et il ne faut pas oublier aussi les applications de traçage de contacts qui permettent la localisation des personnes déclarées positives donc, durant la pandémie. Donc, ce sont tous des éléments qui ont contribué à l'augmentation en fait, des problèmes de cybersécurité. Je voudrais aussi rappeler que le plus important quand on parle de cybersécurité, on parle essentiellement
ou des menaces les plus importantes sont principalement l'hameçonnage ou le phishing, donc qui consiste à tromper les victimes en les emmenant à se connecter à des sites web contrôlés par des fraudeurs où la page ressemble à un site légitime. Il y a aussi les rançongiciels ou les ransomware. Donc, ce sont les logiciels malveillants qui verrouillent les ordinateurs ou fichiers et exigent de leurs utilisateurs le paiement d'une rançon pour retrouver l'accès. Aussi, les logiciels espions, donc c'est une menace aussi importante parce qu'ils surveillent secrètement l'activité de l'utilisateur sur l'ordinateur, enregistrant toutes les actions, y compris les sites web. Ils peuvent également accéder aux caméras et microphones, violant ainsi la confidentialité de l'utilisateur. Donc, il est vraiment crucial d'apprendre à reconnaître les signes d'escroquerie, de phishing et de rester vigilant, car ce type d'attaques peuvent se partager rapidement à travers un réseau et causer des dommages considérables. Donc, comme on vient de le voir, donc la cybersécurité et la protection des informations personnelles ne sont pas seulement une question de sécurité individuelle, mais elles constituent un enjeu majeur pour la société, les entreprises et les nations dans leur ensemble. Donc d'où la réglementation et donc la législation qui est venue pour mettre un cadre et vraiment renforcer la sécurité pour les entreprises et pour les individus surtout. Donc, c'est quoi le règlement sur la protection des données personnelles? Donc, c'est l'ensemble des lois qui régissent la collecte, l'utilisation et le stockage des données à caractère personnel. Donc, ces lois sont conçues donc, essentiellement pour protéger les droits à la vie privée des individus et empêcher l'utilisation abusive des données personnelles. Donc, en termes de réglementation, donc, les plus connus en fait dans le monde, les plus connus, c'est bien sûr la RGPD, donc, qui est la loi européenne donc, qui est rentrée en vigueur en 2018. Il y a la loi californienne sur la protection de la vie privée aussi, la CCPA. Il y a la loi canadienne sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, sur laquelle vient se rajouter la loi 25, qui rentre en vigueur au Québec, ou qui est rentrée en vigueur au Québec en septembre 2022. À la base, l'OCDE, donc qui est l'Organisation de coopération et de développement économique, a défini 8 principes de confidentialité qui guident la manière dont les organisations devraient gérer les informations personnelles. La majorité des règlements sont inspirés de ces principes. Donc, je vais citer seulement quelques points communs entre les différentes lois et réglementations internationales qui sont essentiellement le consentement et la transparence, le droit et la rectification, le droit d'accès et la rectification, donc qui est attribué aux individus, l'obligation de sécurité des données, donc c'est un autre point commun qui exige donc pour les entreprises de mettre en place des mesures de sécurité adéquates, donc pour protéger les données personnelles contre les pertes, les abus et les accès non autorisés. Une autre obligation aussi, c'est la notification en cas de violation de données. Donc ça, c'est devenu une obligation de par la loi. Donc quand on a un incident de sécurité, on est obligé de le déclarer. Et puis, la responsabilité et la gouvernance des données, donc bien sûr, donc engager la responsabilité des entreprises dans la protection des données et de mettre en place une certaine gouvernance claire pour la gestion et la protection des données. Donc ces points donc, communs reflètent une prise de conscience mondiale sur l'importance de la protection des données personnelles et la nécessité d'établir des normes élevées de sécurité. Donc, au Québec, la loi 25, comme on vient de le mentionner, donc elle a été renforcée en septembre 2022. Donc, elle vise à respecter la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Donc, elle s'adresse à toutes les organisations qui collectent, détiennent, utilisent
ou communiquent des informations personnelles dans le cadre de leurs activités. Donc, au Québec, l'implémentation de la loi s'est faite en 3 phases. Donc, d'abord, il y a eu la phase de septembre 2022, et puis la phase de septembre 2023, donc, sur laquelle on travaille actuellement, et puis ce qui est prévu pour septembre 2024. Essentiellement, pour 2022, on parlait de mettre en place un cadre de gouvernance dans les entreprises, donc désigner un responsable, mettre en place un plan de réponse aux incidents, donc notifier, donc l'obligation de transparence, donc notifier dans le cas où on a un incident, et surtout notifier les personnes concernées. Pour la phase de 2023, c'est vraiment le renforcement, la mise en œuvre, donc le renforcement des obligations, les obligations de faire un inventaire des données personnelles, des politiques, donc la classification des données, donc les droits des individus, donc aussi donc un renforcement aussi légal à ce niveau-là. Et pour septembre 2024, c'est surtout le droit à la portabilité des données. Donc c'est une mesure qui est prévue par la loi, mais aujourd'hui on ne sait pas exactement encore comment ça va être impliqué ou implémenté, je dirais, dans le cadre du Québec. Il est bon à rappeler qu'on a quelques distinctions en fait dans les définitions. Donc, qu'est-ce que c'est une information personnelle et qu'est-ce que c'est une information sensible? Donc, la différence entre information personnelle et information sensible. Donc, ça, c'est des notions qui sont aussi introduites, qui sont intéressantes à comprendre pour pouvoir vraiment agir dans ce cadre-là. Donc, la loi parle d'informations personnelles, surtout donc toutes les informations qui concernent les personnes et qui permettent d'identifier directement ou indirectement. Les informations sensibles sont toutes les informations, donc de par leur nature médicale, biométrique ou intime, donc ont une raison de protection et suscitent donc une attention raisonnablement élevée en matière de vie privée. Aussi, la distinction entre les incidents de confidentialité et les incidents de sécurité. Donc, quand on parle incident de sécurité, donc on parle essentiellement d'un incident qui affecte la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité des informations, tandis que dans le cas d'un incident de confidentialité, donc c'est un accès d'utilisation ou divulgation illicite de données à caractère personnel. Donc, donc perte de données à caractère personnel surtout. Donc là, dans ce cas-là, on parlerait d'un incident de confidentialité. Donc, pourquoi la réglementation sur la protection des données personnelles est-elle si importante? Elle est importante pour nous en tant qu'individus parce qu'elle permet de protéger notre vie privée et garantir que les données personnelles, nos données personnelles, ne sont pas utilisées à mauvais escient ou maltraitées. Donc, elle est importante pour nous en tant qu'individus, mais pour les entreprises aussi, elle est importante parce que la non-protection des données personnelles entraînerait des amendes et des poursuites judiciaires, ainsi qu'une atteinte à la réputation de l'organisation. Donc, c'est vraiment essentiel pour les entreprises. La loi 25, comme la GDPR en Europe, ont prévu des mécanismes de sanctions qui sont assez élevés. Donc, on parle d'une infraction pénale qui peut aller jusqu'à 25 millions de dollars ou 4% du chiffre d'affaires mondial dans le cas de la loi 25 au Québec. Donc, quels sont les exemples de violations de la loi? Donc, la violation du consentement donc, est considérée comme une violation. Donc, la collecte, l'utilisation, la divulgation, la conservation ou la destruction d'informations personnelles en violation de la loi donc peut être passible d'amende. Donc, le défaut de protection aussi. Donc, si les entreprises ne démontrent pas une certaine rigueur dans la protection des données et l'absence de notification. Donc, dans le cas où il y a un incident, donc si l'entreprise ne manifeste pas et n'informe pas les individus et éventuellement la commission d'accès à l'information dans le cas du Québec de ce genre d'incident, donc
tous ces événements-là sont passibles d'amendes et de sanctions administratives et pécuniaires qui peuvent être vraiment élevées. Dans le cas de l'Europe, on a regardé, il y avait à peu près 900 amendes qui ont été implémentées donc, par le RGPD en Europe depuis 2020 jusqu'en 2022. Donc, un des exemples, ou certains exemples, je dirais, de ces sanctions-là, on peut mentionner Amazon, c'est les plus élevés d'ailleurs, on a sélectionné les plus élevés. Donc, Amazon qui ont été sanctionnés à 746 millions d'euros, Facebook à 265 millions d'euros, WhatsApp, Google, H&M et Telecom Italia Mobile aussi ont été et toutes ces amendes-là à cause de mauvaise utilisation, mauvaise collecte, manque de transparence par rapport à la collecte et l'utilisation des données personnelles. Il y a aussi un exemple qui est flagrant, qui est récent, celui de mai de cette année, donc où Metal, donc la propriété de Facebook, qui ont été condamnés à une amende de 1,2 milliard d'euros pour mauvaise gestion de données. Donc là, c'était dans le cadre de transfert de données entre l'Europe et les États-Unis. Pour les PME canadiennes, essentiellement, ce qu'on a rencontré, ce qu'on a vu dans notre expérience au Canada, on a vu que la mise en place de gouvernance de données était un défi donc pour les entreprises. Donc, pouvoir vraiment identifier les personnes qui vont être en charge de la protection des données, faire l'inventaire des données, mettre en place une équipe qui vont répondre aux incidents. Donc, ça devient, bien que simple, peuvent représenter un défi, surtout pour les PME qui n'ont pas suffisamment de personnes pour pouvoir vraiment gérer ces aspects-là. L'inventaire et la classification des données peut devenir aussi un défi aussi pour les PME. La formation continue des utilisateurs, donc ça c'est un point qui est vraiment important parce qu'en fait, comme on vient de voir dans les menaces les plus importantes, la plupart des menaces aujourd'hui arrivent par le biais des utilisateurs, donc par un email malveillant ou par un lien sur lequel on va cliquer. Donc la formation continue des utilisateurs est essentielle. Et puis bien sûr, les limites budgétaires sont aussi tout le temps des contraintes pour les petites et moyennes entreprises pour vraiment mettre en place toutes les mesures de gouvernance et de protection de données. Donc ça fait partie des défis qu'on a rencontrés. Je pense qu'ils sont communs à toutes les PME partout dans le monde. Ce qu'on a constaté, que la gouvernance, le risque et la conformité sont souvent des alliés sous-estimés. Donc vraiment, là, on vous encourage à vraiment regarder cet aspect-là dans la protection. Comme j'ai dit, donc l'aspect humain reste un aspect très important. Donc, se doter d'une bonne assurance, donc pour s'assurer que vous êtes bien protégé, avoir un plan d'urgence, un plan de réponse aux incidents pour vous permettre de répondre efficacement et de se focaliser dans le cas où il y a un incident. C'est très important aussi. La formation continue, comme là, on l'a mentionné. Revalider les contrats et les clauses avec les employés, les clients et les fournisseurs pour s'assurer que vous avez les bonnes clauses de protection, mettre en place un plan de continuité et surtout se conformer aux exigences de la loi. Donc tout cela, ça fait partie des protections qui sont importantes à avoir et à mettre en place pour rester en conformité avec la loi. Comme Antoine l'a mentionné au début, au niveau de Genatech, au niveau du Canada, on a mis en place une plateforme qui s'appelle CyberHunt. Donc, c'est une plateforme de formation continue pour les utilisateurs. Donc, ça commence par des simulations d'hameçonnage qui sont pilotées par le AI, l'intelligence artificielle, et puis des formations donc, qui vont vraiment éduquer sur la cybersécurité, éduquer les utilisateurs, bien sûr. Une surveillance du dark web, donc s'assurer qu'il n'y a pas de mots de passe qui ont été divulgués donc, de nos utilisateurs sur le dark web. Et puis, bien sûr, une bonne gestion de politique qui va être donc publiée sur CyberHunt et approuvée par les utilisateurs. Donc, ça fait partie aussi de l'arsenal je dirais, de gouvernance et de sécurité qui est vraiment essentiel
pour la protection des données et pour la mise en place d'un système de gouvernance dans l'entreprise pour améliorer donc la sensibilité des utilisateurs à ce sujet-là. Je voudrais aussi partager avec vous ces chiffres qui sont aussi importants. On a constaté que 227 jours est le nombre moyen pour découvrir un incident de confidentialité au Canada. Donc, pour vous dire que vraiment, quand il y a un incident de confidentialité, les malveillants sont déjà depuis longtemps sur le réseau, donc ils ont surveillé l'activité, ils savent où sont les backups, ils savent exactement qu'est-ce qui est en train de circuler sur le réseau, ils ont fait la découverte avant de pouvoir vraiment exécuter l'attaque. 21% des entreprises canadiennes, ce sont les statistiques de IBM, VIM, Statistique Canada, Chambre de commerce de Montréal. Donc 21% des entreprises canadiennes ne survivront pas à un incident de sécurité. 93% des attaques de ransomware ont tenté de détruire les données de sauvegarde. Donc maintenant, on voit de plus en plus que les données, les malveillants, comme j'ai dit, donc ils sont en train d'identifier, de découvrir en fait les backups qui se font sur le réseau et éventuellement les détruire avant d'exécuter la rançon. Donc 66% des violations mettent plus de 30 jours pour être détectées. 19% des organisations qui ont payé la rançon n'ont pas récupéré leurs données. Donc là aussi, dans le cas où les entreprises étaient obligées de payer, donc on voit presque 20%, malgré qu'ils ont payé, ils n'ont pas pu récupérer leurs données. Donc une entreprise sur 8 sont touchées par un ransomware. Donc vraiment pour insister sur cette notion de fléau et de risque grave pour les entreprises. Enfin, 4,35 millions de dollars. Donc, c'est le coût moyen des incidents liés à la protection de la vie privée pour les PME. Donc, j'insiste pour les PME, avec l'hameçonnage comme vecteur d'attaque initiale. Donc, vraiment, c'est le coût d'une cyberattaque avec rançon, avec attaque avec rançon. Donc, ce coût-là, il comprend les dépenses liées à la réponse aux incidents, les frais juridiques et réglementaires, la notification aux clients, la surveillance du crédit, les relations publiques, la gestion de la réputation, l'interruption de l'activité et éventuellement les poursuites judiciaires potentielles. Donc vraiment, quel est le coût de la protection des données de votre entreprise? Donc, Merci Mario pour la présentation, c'est excellent. Si tu veux bien, s'il te plaît, mettre tes contacts, ce que tu as sur ce slide, les mettre dans le chat et les envoyer à tout le monde. Comme ça, ils peuvent en garder une trace. Et en même temps, s'ils ont besoin de questions ou bien de suivi ou bien d'un service ou quoi que ce soit, bien entendu, le service n'est pas seulement pour le Canada ou le Québec. On peut servir, vous pouvez servir plusieurs personnes à travers le monde. Merci encore une fois pour ta présentation. Je pense que tu as parfaitement tout présenté en 30 minutes, ce qui est excellent. Merci bien. Et là, on ouvre les questions. N'hésitez pas à poser des questions. On va procéder nous ne sommes pas nombreux, donc si tu enlèves ta présentation, peut-être on pourrait voir l'écran pour s'assurer qu'on voit tout le monde. Sinon, allez-y, soulevez la main avec l'icône qui est en bas et on va procéder avec ceci. Merci beaucoup et on ouvre la période des questions. Je repasse le bonjour à tout le monde qui s'est joint après. On ne vous a pas vu au départ, mais bienvenue. Donc, merci bien d'être là. Et si vous avez des questions, je vois quelques commentaires. Hugo qui dit très bon chiffre. Merci. Rachel, excellente présentation. Merci beaucoup. Merci pour votre appréciation. Oui, Antoine. Il y a 3 Antoine aujourd'hui. Il y en a pas mal d'Antoine ce matin. Allez-y, Antoine. Oui, écoute. Bonjour. Bonjour, merci de me donner la parole. Antoine Jusselin, je suis business développeur international à Bordeaux
et j'accompagne des startups dans le monde de la cybersécurité, des data, etc. Je voulais savoir, j'ai une petite question pour Antoine et la personne qui a présenté la présentation de Genatech. Est-ce que vous avez la possibilité de faire des certifications pour tout ce qui va être BSI, FinTech, tout ce qui va être test de cybersécurité en black box, etc. Nous, on a des services de sécurité, donc, mais on ne donne pas de certification. Donc, on est capable de faire aujourd'hui je dirais des assessments, des évaluations de sécurité. On est capable aussi de faire des pen tests. Donc, ça fait partie des services qu'on est en train d'offrir aux entreprises au Canada, mais on ne donne pas de certification pour le moment, mais on a des partenaires avec qui on travaille, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui cherchent à se faire certifier ISO 27000 ou autres, voilà, donc pour des besoins donc d'opération. Donc, on a des partenaires qui nous aident à faire ça. D'accord, très bien. Donc, vous travaillez avec des partenaires dont vous faites tout ce qui va être test et les partenaires, eux, font les accréditations. Voilà. Nous, on est essentiellement, donc l'historique, on est une organisation de TI, en fait. Donc, on fait du managed service, on fait donc du support aux utilisateurs depuis longtemps. Donc, historiquement, c'était ça notre activité. Donc, on a évolué vers la cybersécurité, donc parce que ça devient un service essentiel parmi les services TI pour les entreprises. Et maintenant, avec la loi 25, on a vu le besoin pour aider les entreprises dans le cadre de la conformité à la loi 25. Donc aussi, on est en train de les accompagner dans cet effort-là. Et puis, on offre tous les mécanismes. Donc, quand on parle de data classification, donc classification des données, étiquetage, protection des données personnelles, donc on a des services en fait qui complémentent les services, je dirais, de gouvernance qu'on est en train d'offrir pour protéger les données. D'accord. Vous travaillez sur quel protocole? Donc là, on travaille principalement, on est des partenaires avec Microsoft, donc on utilise surtout les plateformes Microsoft, surtout nos clients sont des clients Microsoft, donc surtout les outils de Microsoft autour de cet aspect-là. On a des outils de sécurité aussi, donc de EDR, de sécurité de réseau. Donc ce sont aussi parmi les systèmes qu'on est en train de déployer pour protéger les données de nos clients. D'accord. Et vous avez fait des tests quantiques et qu'est-ce que si oui, qu'est-ce que ça a donné? Non, on n'a pas beaucoup de tests aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de statistiques, je dirais, mais on est donc on travaille essentiellement avec des PME, donc comme je l'ai mentionné, donc on a beaucoup les entreprises avec qui on travaille n'ont pas beaucoup de moyens, n'ont pas beaucoup de ressources pour vraiment être actifs à ce niveau-là, et la cybersécurité est devenue maintenant une menace. Donc pour les petites et grandes entreprises, pareil, et surtout maintenant avec la loi, la réglementation, donc éventuellement les sanctions. Donc, ça devient encore de plus en plus sérieux pour tout le monde. D'accord. Et vous êtes capable d'intervenir au Québec, vous êtes incapable d'intervenir au Canada et ailleurs dans le monde? Oui, ça dépend des mandats, mais on est ouvert. On a une équipe aussi au Liban. Donc, on a une équipe de support au Liban qui couvre en fait le fuseau horaire. Donc, on peut donner du support à nos clients 24 heures sur 7 à travers l'équipe qui se trouve au Liban et l'équipe qui se trouve au Canada. Donc, on couvre pas mal en fait. Donc, on peut éventuellement intervenir ailleurs en fonction des mandats, bien sûr. En fonction des mandats, d'accord. Au Liban, est-ce que vous avez une présence en Europe ou pas? Pour le moment, non. On serait intéressé. Vous seriez intéressé. Okay. Très bien. Ok, non, c'est bon à savoir. Ouais. C'est bon à savoir. On peut en discuter plus tard. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était très clair et de très grande précision. Merci. Merci. Merci Antoine. En attendant d'autres réponses, merci pour ceux qui sont en train de commenter dans le chat. Donc, pour ceux qui se sont joints un peu plus tard, comme on expliqué, le Genatech, qui était notre invité aujourd'hui, et Mario, ont développé ce modèle d'aider pour aider les PME. Donc, ça peut être aussi bien au Québec qu'ailleurs, dépendamment, comme Mario a expliqué, des mandats. Mais il y a un genre de modèle à suivre qui s'applique partout dans le monde. Comment protéger en dehors de la réglementation qui peut être instaurée par certains gouvernements ou certaines juridictions. Il y a toujours un modèle à suivre. Comment se préparer, comment réagir au cas où il y a une attaque, etc. Donc, tout ça, c'est un modèle
qui a été préparé, un entraînement, un genre de training, une formation qui ont été préparés par Genatech, justement, vu le besoin de leur clientèle qui est essentiellement des PME, qui n'ont pas les moyens, comme les grandes compagnies, d'avoir eux-mêmes à l'intérieur, au sein de leur équipe, d'avoir tout ça. Donc, c'est un modèle qui peut être vraiment, qui peut être travaillé un peu partout dans le monde. Ça peut être quelque chose que vous pourrez considérer vous-même ou d'autres de vos contacts, et on peut servir. Et comme Mario a mentionné, il a mentionné qu'ils ont 24 heures 7. Donc, étant donné qu'ils ont ces deux zones fuseau horaires qui peuvent couvrir plusieurs territoires, d'où l'intérêt dans ce cas-là. D'autres questions? On ouvre encore, on a pas mal de temps. Oui, Hugo, allez-y. Oui, merci beaucoup, monsieur. Je voulais vous poser une question sur le phishing que vous avez mentionné. Je viens de rentrer dans le secteur de la cybersécurité depuis quelques mois et je trouve que le phishing est adressé de manière assez réactive de manière générale, sauf par l'éducation et le training dont vous avez pour lequel vous avez un outil, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Est-ce que on va vraiment essayer de cibler la cause principale, la root cause du phishing aujourd'hui ou pas? En fait, le phishing, souvent, s'accompagne avec l'ingénierie sociale. Donc, le phishing est en train de muter. En fait, il est en train d'évoluer. Pardon. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est difficile de faire le root cause, parce qu'on voit aussi pas mal, je ne sais pas si dans le cas en France, c'est la même chose, mais on voit beaucoup au Canada du voice phishing aussi. Donc, souvent, les attaques se font accompagner aussi par du phishing vocal. Donc, les gens reçoivent des coups de fil, reçoivent en même temps des emails. Donc, c'est vraiment très organisé. Et vraiment, on arrive à tromper les gens d'une manière ou d'une autre, et en les poussant à donner des coordonnées, de donner des credentials, donner des accès en ligne. Donc, pouvoir vraiment éradiquer ça, parce que vraiment, les contrôles techniques qu'on est en train de mettre en place, donc, bien sûr, sont en train de fonctionner. Et c'est pour ça, maintenant, donc, on va plus dans l'escroquerie, en fait. On va plus dans ce genre d'attaques qui vont vraiment tromper les gens d'une manière ou d'une autre, leur faire croire que vraiment, il y a une situation d'urgence pour les inviter à transférer de l'argent ou donner accès ou collecter n'importe quelle autre information qui pourra être utilisée pour organiser l'attaque suivante. Donc, je ne sais pas, je ne crois pas que vraiment c'est compliqué de pouvoir dire qu'on va pouvoir vraiment éradiquer le phishing. Ouais, il me semble que c'est quelque chose que je vois, que je lis. Ça fait vraiment quelques mois que j'essaie de me renseigner là-dessus, puisque j'ai été invité à co-diriger une petite start-up qui aurait une solution via une approche différente, puisque jusqu'à maintenant, on a surtout blacklisté et réagi aux attaques de phishing, qu'on découvre, comme vous l'avez dit, mais que quelques mois après, et puis en général longtemps après l'infiltration. Maintenant, il y a toutes ces infiltrations de supply chain, comme on a vu avec SolarWinds et d'autres aux États-Unis, jusqu'au Pentagone. Et il y a quelque chose d'assez extraordinaire que, étant donné qu'on a cette réactivité uniquement au phishing depuis le début, qu'on a l'éducation d'abord évidemment, mais ensuite on a des outils qui nous permettent que d'être réactifs. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec les crawlers, etc., la source du problème du phishing, c'est les copies des websites, et 2, l'envoi des emails ou des différents médias que vous avez cités pour aller escroquer les gens. Et en fait, la copie des sites web, c'est ça qu'on est en train de travailler avec Certilane, la startup que je viens de rejoindre, et j'aimerais beaucoup vous en parler un peu plus si ça vous intéresse à l'occasion. On cherche du feedback dessus parce qu'on cherche comment se lancer, on est tout petit et on cherche des partnerships. Impeccable, merci. Merci. Merci Hugo, c'est parfait. C'est exactement le but de ce genre de rencontre, c'est de vraiment connecter le monde. C'est ça l'objectif de Global Chamber. Et ces plateformes-là et ces occasions-là offrent la possibilité de faire des contacts et d'établir des opportunités mutuelles. C'est parfait. Merci. J'attire votre attention qu'il y a le chat, il y a des personnes qui ont laissé leur adresse ou bien leur contact, ou si vous voulez bien en prendre note si vous êtes intéressé à rentrer en contact. Donc, merci à tous ceux qui ont envoyé déjà, et n'hésitez pas
Le but, don't be shy, comme on dit enfin, en bon anglais, là, n'hésitez pas. C'est ça le but, vraiment, de connecter avec tout le monde. D'autres questions de l'audience? On a encore pas mal de temps. Bon, n'hésitez pas, s'il y a des questions, y aller. Antoine, je pense Antoine à la question. César, même. Oui, Antoine, Tony. Oui, voilà. Okay. Monsieur Chartouni, une question, je ne sais pas si vous pourrez répondre, mais quels seraient les coûts associés pour se mettre, pour être conforme un peu aux normes dont vous parliez tout à l'heure? Est-ce que c'est exorbitant ou pas? Ou bien vous êtes incapable de répondre, évidemment, vous allez me dire peut-être c'est au cas par cas, évidemment. Voilà. C'est difficile de mettre un chiffre, en fait, pour se conformer et pour se protéger. Ça dépend, bien sûr, de la taille de l'entreprise et les systèmes qui sont déjà en place et de la complexité. On voit des PME qui travaillent avec des individus, donc ils font le modèle B2C. Il y a d'autres entreprises qui travaillent dans un modèle B2B qui ont peu d'informations personnelles sur les individus, qui sont relativement un peu moins exposés. Donc, ça dépend vraiment de chaque situation. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que les entreprises qui dépenseraient éventuellement 2,5% de leur chiffre d'affaires, donc pour la sécurité, pour la conformité, ce sont les entreprises qui sont les mieux protégées. Donc, je pense que c'est un bon chiffre très à bonne avoir. Réponse. Donc, justement. Merci. Voilà. Moi, j'ai été un peu rapide dans la présentation. Oui, je ne Mario, voulais pas vous justement, je ennuyer. vais te dire, si tu veux, parce que j'ai appelé Mario ce matin pour lui dire attention, on doit finir avant 12 heures. Donc, écoute autant que possible. Alors là, je regrette, mais si tu penses que tu voulais mettre un peu plus d'emphase sur un point ou l'autre, n'hésite pas. S'il n'y a pas de question, on va utiliser ce temps-là pour justement parler davantage de ce que tu avais préparé comme contenu. Je pense, comme j'ai dit dans la présentation, je pense que pour nous, en fait, pour les dirigeants, pour les personnes qui ne sont pas techniques, je dirais, qui sont impliquées dans la gestion des entreprises, vraiment se concentrer sur la gouvernance. La gouvernance est payante, je dirais, parce que vraiment, ça donne un cadre et ça donne une certaine responsabilité pour les employés et aussi donc en termes d'évidence pour le régulateur, que vraiment l'entreprise est bien gérée, les données personnelles sont bien, je dirais bien encadrées, bien protégées. Donc même s'il y a une attaque, même si malgré tout le dispositif qu'on peut mettre en place, donc on peut avoir une attaque de sécurité, et avoir un bon dispositif de gouvernance peut vraiment aider l'entreprise à survivre, aider à répondre aux régulateurs du point de vue les mesures de protection qui ont été mises en place, la conscience qu'on a, la transparence qu'on est en train de mettre en place avec les utilisateurs, même la confiance des utilisateurs. Donc, dans le cas où on a vraiment mis en place une bonne gouvernance, une bonne communication avec les utilisateurs, même si on a une attaque, on peut quand même se défendre pour dire, voilà, on était conscient du risque et on a mis en place ce qu'il fallait. Donc, je pense que la gouvernance est importante. J'en ai parlé un tout petit peu, mais j'insiste. Et je pense qu'elle n'est pas très coûteuse. Il faut juste comprendre le problème, comprendre ce qu'on est en train de collecter comme données, comment on est en train de les gérer et mettre en place les bons mécanismes pour les protéger. Hugo, je vois que tu as une question. Oui, dans le cadre de la mise en place de cette gouvernance dans l'entreprise, qui sont les parties prenantes et est-ce que les dirigeants ESG font partie de ça et mettent la pression sur la cybersécurité, par exemple? Je crois que la loi a contribué beaucoup à prendre conscience aux dirigeants que vraiment leur responsabilité est engagée. Donc vraiment là qu'on est en train de parler aux PME et quand on leur dit voilà, il y a la loi maintenant et la compagnie est passible d'amende s'il n'y a pas vraiment de conformité. Donc les gens, ils commencent à écouter, ils commencent à s'être intéressés.
Donc, je pense que la loi est en train et c'était le but d'ailleurs, est en train de pousser dans ce sens-là. Maintenant, souvent, les dirigeants n'ont pas le temps, ne sont pas impliqués dans les opérations, donc ils sont en train de déléguer. Donc, nous, on les encourage d'ailleurs à déléguer, mais surtout à être impliqués. Donc, leur nom restera éventuellement comme le responsable de la protection des données personnelles dans l'entreprise. Et puis, on les aide à travers le processus qu'on est en train de mettre en place à accélérer en fait la mise en place de ce dispositif de gouvernance sans vraiment trop les impliquer, juste les impliquer à approuver les politiques, à être présent dans les réunions, être présent dans les réunions de formation, donc vraiment stresser, mettre le ton, tout simplement. Ça ne nécessite pas vraiment un grand effort ou beaucoup de temps, je dirais, de leur part, mais surtout une certaine implication. Il faut qu'ils soient là. Il faut qu'eux, ils l'envoient le message. Il faut qu'eux, ils participent aux réunions et ils mettent le ton, quoi. Je voudrais aussi profiter de l'occasion, puisqu'il y a des personnes qui sont venues un peu plus tard, de laisser la possibilité à chacun de se présenter, parce qu'il y en a qui n'ont pas posé des questions, mais vous pouvez quand même vous présenter dans le cadre de cette rencontre. Donc, allez-y. Je n'ai pas un certain ordre en particulier. Je vous cède la parole si vous voulez vous présenter. Claudia? Bonsoir. 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 Oui, bonsoir Oui, Claudia, on t'entend. Ok. En fait, moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des certifications qu'on peut faire qui nous permettent de savoir si on est conforme par rapport aux normes internationales, aux normes qu'il faut et tout? Est-ce qu'il y a des certifications qu'on peut faire pour se conformer aux normes internationales? Et si elles existent, si on peut avoir des noms de cette certification-là, de ces des normes à suivre. Oui, Claudia, il y a absolument des certifications dans le cadre de la sécurité. Il y a bien sûr les certifications ISO qui ont plusieurs normes en fait. Au Canada, aux États-Unis, il y a la certification SOC 2 aussi qui est aussi intéressante pour les entreprises qui stockent des données personnelles. Donc dans le standard ISO, il y a le standard ISO 27701 qui concerne en fait la data privacy, des données personnelles. Donc ça, c'est une norme aussi si on est vraiment concentré sur les données, je dirais la protection des données personnelles. Donc c'est un certificat qui peut être aussi intéressant. Donc c'est cela en fait surtout qu'on est en train d'utiliser. Au Canada, il y a Cyber Security Canada, donc qui ont mis en place aussi une certaine norme de cybersécurité pour les entreprises. Donc tous, en fin de compte, ils dérivent des mêmes standards. Et aux États-Unis, il y a le standard NIST avec des certifications associées. Donc il y a beaucoup de standards, mais ceux-là, en fait, sont les plus importants, les plus communs. Donc si vous souhaitez regarder, c'est plutôt aller dans ce sens-là. Ceux qui souhaiteraient se présenter, je pense, Claudia, vous avez laissé vos coordonnées aussi dans le chat, mais pour le reste, ceux qui n'ont pas laissé, ou bien ceux qui ont laissé, qui souhaiteraient dire quelques mots, allez-y, on a encore facilement une dizaine de minutes, 8 minutes. Je vous invite à vous présenter, donc je vais à vous volontiers someone. Lydie, allez-y Lydie, parce que je vous vois sur mon écran, donc je ne vois pas tout le monde malheureusement. Avec plaisir, j'allais lever la main, donc c'est parfait. Bonjour à tout le monde. Donc, Lydie Lapéral, moi je suis basée à San Diego en Californie. Je crois que je suis arrivée par le call grâce à Alain. Donc, merci Alain Carré qui m'a convié et mis en contact avec César. Moi, je suis Global Leadership Coach et en tant que coach, en fait, la cybersécurité, c'est intéressant parce que le point clé pour nous, c'est de garantir la confidentialité des informations de nos clients. Quand je coach, je prends des notes, etc., être sûr que ce soit pas capturé. Et à la fois, en tant que finalement solopreneur, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas forcément très concentré. Je travaillais dans une grosse corporation avant et évidemment, c'était quelque chose de très
enfin, vu, observé, moi j'ai dirigé une filiale en Chine et j'ai fait partie d'un phishing où voilà, on m'envoyait une note, il fallait que je fasse un virement reçu soi-disant du CEO de la compagnie, il fallait que je fasse un virement immédiat pour pouvoir sauver un de mes collègues en Algérie, enfin bon, et effectivement, on était entraînés à ne pas à visualiser, reconnaître ces phishing. Donc, c'est quelque chose dans une grande entreprise où il y a un investissement, où c'est géré. Quand on est solopreneur, après, c'est comment on met en place effectivement une protection minimum pour garantir la protection des données de nos clients. Donc, voilà, c'est une de mes questions particulières. Et sinon, ravi de connecter avec tous. Merci beaucoup, Lydie. Oui, oui, vas-y. Effectivement, je voulais dire que vraiment, c'est un défi aussi personnel. Je pense qu'on le vit tous avec nos téléphones, avec toutes les données qu'on a, nos données bancaires, nos coordonnées bancaires. Donc, on a ce problème partout, en fait. Donc, aujourd'hui, on n'est pas vraiment directement visé. Donc, c'est vraiment les entreprises qui sont visées parce que là, il y a un moyen de monnayer, en fait, ces données. Mais en termes de risque, c'est vraiment, le risque est vraiment partout. Et même individuellement, si on perd notre téléphone aujourd'hui, j'imagine on aura tous du mal à se retrouver ou à pouvoir se connecter avec les gens autour de nous sans téléphone. Donc, je pense que c'est un problème en fait qu'on est en train auquel on est en train de faire face aujourd'hui dans les entreprises, mais c'est un problème aussi personnel pour chacun de nous. Je voudrais aussi souligner la présence aujourd'hui de Naji Mbarak avec nous, avec qui j'ai l'honneur de participer sur une plateforme qui est globale, qui est de outsourcing global. Peut-être, Naji, que tu pourrais nous dire un tout petit peu de ta vision avec certains B2B, comment ça se passe, quels sont les risques de la cybersécurité et les données qui sont dans ce genre de relations B2B dans des plateformes globales. Est-ce que tu sens le danger, le risque ou bien les défis, que ce soit de la plateforme, je pense qu'elle est bien protégée, mais aussi des clients qui sont inscrits, peut-être pour prendre un tout petit peu une autre façon de regarder, d'un autre angle de regarder la cybersécurité. On vous écoute. Écoute, je te remercie pour la petite présentation et l'introduction. Et Mario, merci beaucoup pour ta présentation, elle était excellente. Donc, je ne prétends pas avoir ni la technicité de Mario, ni ce que vous êtes en train de faire. Mais ce qui m'a intéressé, en fait, dans la présentation de Mario, c'est ce qui avait été dit, c'est qu'effectivement, la protection des données personnelles dans le monde du B2C est beaucoup plus importante que le B2B. Le B2B, on s'entend, il y a une certaine relation beaucoup plus corporative et donc le danger existe certainement, mais à un autre niveau. Il y a moins, ça dépend du genre de service qu'on est en train d'offrir. Dans la plateforme OuterPond, nous sommes c'est une plateforme en fait qui introduit des prestataires de services à des demandeurs de services. Donc, intrinsèquement, c'est ce qu'on appelle une sorte d'enregistrement opt-in. Donc, à partir du moment où le prestataire de service et le demandeur de service sont en train de s'enregistrer, sont en train de dévoiler certains critères au sujet de leur société, ce qu'ils font, dans quel domaine d'intervention ils sont. Il y a déjà une sorte de protection intrinsèque qui est en train d'être faite, où il y a une divulgation automatique, disons, et volontaire. Donc, la problématique que nous avons sur OuterPond est un peu différente que, je ne sais pas, je dirais une grande banque qui tout d'un coup se fait attaquer par des cybercriminels et où mon compte, ton compte ou le compte de n'importe qui d'autre serait compromis. Là, il y a quelques années, je me souviens très bien, quand j'étais à Montréal, d'ailleurs, Desjardins est un des plus grands fiascos. Peut-être vous pouvez en parler dans les dernières minutes qui restent, parce que ça aussi, c'était un exemple d'une banque importante qui a été attaquée. Je pense qu'il y avait plusieurs centaines de milliers de fichiers qui ont été divulgués. Et donc, je ne sais pas si, Mario, tu pourrais faire une petite clarification et relier ça peut-être à la loi 25. En fait, effectivement, donc Desjardins ont été victimes d'une attaque, mais en fait,
en fin de compte, avec les investigations qui ont eu lieu, je ne suis pas très informé de tous les détails, mais ce que je peux dire, c'est que l'attaque a eu lieu avec quelqu'un de l'intérieur. Donc, c'était un employé qui n'était pas content, qui a dû avoir accès à des données personnelles de personnes qui étaient donc les clients de Desjardins et qui a vraiment publié ces informations-là sur le dark web. Donc, vraiment, c'était une attaque interne. Oui, ça a coûté beaucoup d'argent à Desjardins et aussi beaucoup de préjudice à toutes les personnes qui étaient les clients en fait. Mais est-ce que la loi 25 protégerait ce genre de situation ou non? Non, la loi, en fait, la loi dans ce genre de situation, donc aujourd'hui, si on veut regarder cette attaque du point de vue aujourd'hui, donc d'abord, il faut que Desjardins communique immédiatement, donc il faut qu'ils avisent qu'ils ont été victimes d'une attaque, il faut qu'ils contactent toutes les personnes qui ont été victimes, donc pour les informer que leurs données sont déjà sur le dark web où elles ont été publiées, donc pour essayer de minimiser l'impact de cette divulgation de données. Éventuellement, il y aura une investigation pour regarder si Desjardins, vraiment, ils avaient mis en place les bonnes pratiques et les bons mécanismes de protection. Éventuellement, ils peuvent être passibles d'amende. Donc, en plus des pertes financières qu'ils ont subies à cause de cet incident, ils seraient éventuellement passibles d'amende avec la nouvelle loi. Donc, aujourd'hui, la loi, elle, donc, à travers ce cadre de renforcement de protection. Elle oblige donc les entreprises vraiment à se conformer. Et il y a beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à survivre ce genre d'événements. Donc, à cause de toutes les conséquences, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment, en fait, suite à des attaques vraiment graves. Mario, j'ai une question dans le chat et on a encore juste vraiment 2 minutes. La question est, savez-vous combien les attaques internes représentent versus phishing externe? On a des chiffres, en fait. Souvent, on a des chiffres. Moi, j'ai plusieurs chiffres en tête. Souvent, on dit plus de 95% sont internes. Donc, internes volontaires ou internes involontaires. Donc, vraiment, la majorité aujourd'hui, avec tous les systèmes de protection, donc vraiment, le risque interne est devenu très important. Très bien, merci beaucoup. Et un dernier mot de Thierry Lavigne. Thierry, oui, bien, merci pour ton message. Je pense qu'il est dans le chat. Je voudrais clôturer en remerciant encore une fois Global Chamber vraiment pour réunir le monde dans cette grande tribu globale, comme ils aiment l'appeler. Et ça fait plaisir d'être ce matin avec vous. Et en attendant de vous revoir bientôt dans un autre meet-up en français avec un autre sujet. J'espère vous revoir et je vous souhaite une bonne soirée à Claudia qui est en Afrique actuellement. Donc, c'est le soir, l'après-midi chez certains, et bonne continuation de la journée pour nos autres Nord-Amérique. Merci. Et Naji et tout le monde qui est sur l'appel, je n'ai pas nommé tout le monde. Merci beaucoup. Tout le monde. Merci César. Merci Mario. Merci à vous. Mario, merci Antoine, merci César. Merci, au revoir.